Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show, l'espace où on parle business, expatriation, stratégie d'investissement à l'échelle mondiale et en Amérique latine. Évidemment, vous connaissez la chaîne. Aujourd'hui, un thème aussi passionnant que clivant, Panama vs Luxembourg, de juridiction, de culture, mais une même promesse, celle d'optimiser leur fiscalité, sécuriser leur patrimoine et vivre différemment. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui un journaliste à la fois lucide, curieux, une voix que vous entendez déjà très souvent sur RTL Luxembourg, Gaël Arellano. Bonjour Gaël. Bonjour. Et merci d'être là aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Mais je t'en prie, tu es le bienvenu. Gaël, peut-être une présentation brève sur ton parcours. Oui. Alors avec plaisir. Moi, ça fait plus ou moins 12 ans que je suis journaliste au Luxembourg. Je me suis intéressé particulièrement à la question de l'immobilier, du logement, qui est devenu une problématique centrale dans un pays d'ailleurs où c'est même devenu un problème. On va en parler un petit peu plus en profondeur par après. Mais voilà, donc 12 ans dans le journalisme au Luxembourg. Pas mal de sujets à discuter aujourd'hui. Très bien, écoute, bienvenue, merci encore. Bon, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est pas un simple comparatif technique, c'est une exploration à 360 degrés. On va parler fiscalité évidemment, mais aussi investissement immobilier pour avoir des rendements intéressants ou pas, hein, on verra ça tout à l'heure. Mode de vie, choix de résidence aussi, facile, compliqué, intégration, ça aussi c'est une question importante, et surtout vision du monde, l'Europe encore une option ou pas, vous en déciderez après ce talk show. Le toit et transparence, des chiffres concrets, Gaël, grâce à toi, mais aussi avec un peu de recul, un peu d'humour et d'expérience vécue. Gaël aussi, un petit fait, tu es non pas seulement luxembourgeois, mais aussi chilien. Effectivement, alors, le Chili je le connais plus en vacances que vraiment dans la vie de tous les jours, mais effectivement une partie de ma famille vient du Chili. Je connais bien l'Amérique latine, un petit peu moins en termes d'investissement, c'est pour ça que je discute avec toi aujourd'hui. Mais par contre, le Luxembourg, là j'ai une expertise qui commence un petit peu à se préciser. D'accord, bah écoute, tu vas nous partager tout ça alors. Et puis on va essayer de comparer aussi avec le Panama, un pays qui attire de plus en plus et qu'on évoque souvent, très souvent sur la chaîne. Que vous soyez entrepreneur, investisseur immobilier, digital, nomade, retraité, on a aussi pas mal de retraités, expatriés ou futurs expatriés, vous cherchez un pays en urgence pour partir de France ou d'Europe centrale, sans parler du Luxembourg, on exclut le Luxembourg, ou tout simplement vous êtes curieux de la stratégie, des mobilités internationales. Donc cet épisode est normalement fait pour vous. Donc choisir entre le Panama et le Luxembourg, c'est pas seulement une décision fiscale, c'est un choix de vie. Gaël, ça je pense qu'aussi on peut en parler un petit peu. Gaël, si tu veux bien, pour poser un peu de contexte. Donc fiscalement parlant, le point fiscal, la grande question, j'arrive de suite. Que représente le Luxembourg aujourd'hui? Alors, le Luxembourg actuellement et jusqu'à la fin du mois, parce que c'est assez important de le mentionner, il y a un paquet de mesures qui a été mis en place pour relancer le marché de l'immobilier qui était vraiment arrivé à un stop en fait ces 2 dernières années, qui reste très intéressant. Il y a toute une série de mesures comme l'amortissement accéléré qui font que on peut récupérer via la fiscalité énormément de fonds, qui rend la chose intéressante. La question maintenant, c'est le gouvernement luxembourgeois, est-ce qu'il va remettre une couche, c'est-à-dire que les mesures qu'on connaît jusqu'à maintenant, qui seront en vigueur jusqu'au 30 juin, est-ce qu'elles vont rester en vigueur au-delà de cette date ou pas? Là-dessus, on n'a pas encore les confirmations du ministère du Logement ou du gouvernement luxembourgeois. Mais vu que le marché de l'immobilier n'a pas vraiment été relancé malgré toutes ces mesures, malgré toutes ces aides, il y a de grandes chances qu'il y ait un report de cette date. Donc là, concrètement, un spectateur qui aimerait, qui est français aujourd'hui, voilà, qui aimerait donc s'expatrier, qui choisit le Luxembourg comme pays, ou du moins comme base arrière, pays d'expatriation, est-ce qu'il y a des impôts au Luxembourg pour des revenus étrangers? Oui. Oui, Il y a des impôts. tu as une notion de taux approximatif? Encore une fois, ça dépendra de votre patrimoine, de ce que vous devez vous faire imposer. C'est-à-dire, c'est un salaire, c'est une chose, si c'est du patrimoine, c'est autre chose. D'accord. Alors, bien évidemment, le Luxembourg est réputé pour avoir une fiscalité assez basse, comparée à. C'est pour ça qu'on parle souvent de paradis fiscal. Une question qu'on discutera pas aujourd'hui. On n'aura pas le temps. Mais là où c'est intéressant, c'est sûr, malgré les prix qui sont très élevés, c'est toute la fiscalité qui s'attache à l'immobilier et à l'investissement immobilier. Donc au Luxembourg, comme ils sont aujourd'hui un petit peu dans le dur, très simplement, ils n'arrivent pas à relancer la construction de logements, quelque chose qui est essentiel pour le développement économique du pays. Il y a beaucoup d'aides qui ont été mises en place et ça devient du coup intéressant
d'investir dans la pierre au Luxembourg. Parce qu'en plus, c'est un pays où la pierre garde une certaine valeur, généralement. Là, on a eu tous une crise, toute l'Europe est passée par une crise de l'immobilier avec la hausse des taux d'intérêt. Aujourd'hui, on se retrouve au Luxembourg dans une situation où le neuf a perdu seulement entre 9 et 11% de valeur en 2 ans, où vraiment le marché était à l'arrêt. Donc dans d'autres pays, ça se serait effondré. Alors pour donner une petite comparaison, même qu'on a déjà abordé sur d'autres vidéos de ma chaîne, au Panama, parce qu'on est là pour comparer aussi les deux pays, au Panama, tout revenu étranger est exempt d'impôt. Voilà, que ce soit une source immobilière, un salaire, enfin peu importe, c'est zéro d'imposition. Qui viennent de France, des États-Unis, du Costa Rica, on est à zéro. Ça c'est la première chose. On parle, pour comparer un petit peu l'immobilier, c'est vrai qu'au Panama, même si on parle aussi, parce qu'au Luxembourg, on parle souvent de cette bulle immobilière, c'est quoi, 15 ou 20 ans, qui a une explosion des prix quand même, qui a en particulier depuis 2020. Depuis 2020. Le haut du haut, c'était 2022, puis après il y a eu la chute des prix jusqu'à maintenant. Voilà, ça continue quand même à chuter, mais ça reste encore là maintenant, on est arrivé dans une situation où les prix se sont stabilisés, en particulier sur l'ancien, c'est-à-dire tout l'immobilier qui existe déjà, qui est déjà sur le marché. Là, on repart sur une croissance plus ou moins estimée entre 1 et 2%. C'est pas gigantesque, mais il ne faut pas oublier que le Luxembourg était arrivé à des prix. On avait des prix 15 000 euros le mètre carré dans la capitale et autour de la capitale. Donc à un certain moment, même si les salaires sont élevés, il y avait quand même un plafond de verre. Il existe. D'accord. Alors pour comparaison, au Panama, on retrouve un petit peu la même situation sur le marché immobilier où on a des prix qui font que grimper. Alors évidemment, on n'est pas sur un chiffrage au mètre carré à 15 ou 20 000 $. On est plus sur de la très belle finition entre 4 000, 4 500, 5 000 $. Faire attention, regardez, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur l'immobilier, les masterclass sur l'immobilier au Panama, ou faire attention après aux charges de copropriété qui s'évalue entre 2 ou 3 $ en fonction des immeubles au mètre carré. Mais évidemment, on est sur un marché qui est stable. Panama, il n'y a pas eu de correction aujourd'hui, ça reste croissant, pas des augmentations fulgurantes, mais croissant. Tout ça pour dire qu'évidemment, ça reste des placements donc intéressants pour au moins conserver la valeur de son capital. Ce qu'il faut savoir pour le Luxembourg, je t'en prie. parce que c'est le cas pour toute l'Europe, mais ce qu'il faut savoir pour le Luxembourg, la baisse des prix qu'on a connue ces derniers mois, elle est tout simplement due à la hausse des taux d'intérêt qu'on a connus dans toute l'Europe. C'est-à-dire qu'on sait que la France on a souffert, l'Allemagne on a souffert, en particulier l'Allemagne, mais le Luxembourg, on est toujours un peu moins touché par les crises parce qu'on a un secteur financier très fort, on a un pays qui est très peu endetté comparé aux voisins, et on reste un pays qui attire énormément l'immigration, en tout cas les expatriés généralement, parce que c'est là où le Luxembourg est devenu un petit peu un paradis. On sait que les salaires sont très élevés et on sait que le niveau de vie est très élevé. Donc le Luxembourg est intéressant généralement parce qu'en plus facile d'accès à partir du moment où vous venez d'un pays de l'Union européenne. D'ailleurs, le Luxembourg est en train de rendre l'accès au pays pour les ouvriers hors UE d'autant plus, il le simplifie parce qu'on a des problèmes de main-d'œuvre, en particulier dans tout ce qui est construction, etc. etc. Donc là aussi, les portes s'ouvrent davantage vers le Luxembourg parce qu'on sait aussi qu'il faut renouveler à un certain moment sur le marché du travail la force de travail parce que on a aussi un problème de réforme des retraites au Luxembourg. Et ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est intéressant à savoir. Donc, si vous nous suivez hors de France, hors UE, vous savez qu'on vous attend au Luxembourg. Du moins, il y a de l'emploi, il y a des promesses d'embauche sur beaucoup de secteurs pour aller avoir des revenus peut-être un peu plus élevés que vous avez actuellement. Première chose, et juste pour rebondir là-dessus, concernant. Alors, on va parler ainsi un peu des banques au Luxembourg, non pas des emplois bancaires. Pour emprunter, et après on va comparer sur le Panama, y a-t-il une discrimination officielle, c'est pas péjoratif, mais entre un immigré récemment résident luxembourgeois qui veut emprunter au Luxembourg pour acheter son premier bien immobilier au Luxembourg et un luxembourgeois natif? Y a-t-il une discrimination Alors je pense pas. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, on fonctionne quand même sur base de revenus. Donc à partir du moment où vous présentez un revenu important et fixe, le CDI est important au Luxembourg. Je pense que même, peu importe, dans les pays d'Europe, quand on peut montrer qu'on va pouvoir payer sur un long terme, les banques font confiance assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où votre revenu est élevé, il faut savoir que les prix sont élevés au Luxembourg également. D'ailleurs, c'est devenu un problème ces 4 dernières années en termes d'attraction de talent.
Les Big Four en parlent, Amazon en parle, c'est vraiment devenu un problème parce qu'on peut proposer des salaires à 6 000 euros, 8 000 euros net. Si le logement coûte 3 500 euros, 4 000 euros, il y a un problème, une équation qui ne fonctionne pas complètement. Maintenant, est-ce qu'il y a discrimination entre l'un et l'autre? Je ne pense pas. Au Luxembourg, c'est vraiment une question. Si vous avez les fonds, on vous finance. On vous finance, d'accord. Alors, ce qu'il faut savoir sur ce Panama, c'est pas les mêmes réflexions. Quand vous êtes étranger au Panama, résident ou pas, c'est quand même important d'être résident, il faut au moins, en général, 30% d'apport sur le crédit que vous allez faire. Le pire, c'est que ça ne concerne pas que les crédits immobiliers, ça concerne aussi, même si vous voulez acheter une voiture, vous demandez un crédit pour une voiture, voilà, on va vous demander minimum 30 à 35% de votre apport. Les taux d'intérêt, même logique, vous prenez en moyenne 1% de plus pour le risque, entre guillemets, j'insiste, d'être non panaméen. Voilà. Donc c'est pour ça que je te posais la question, pour que nos auditeurs puissent comparer si demain il y a un projet d'investissement immobilier. À ma connaissance, ce genre de pratique existe en tout cas moins au Luxembourg en termes de taux d'intérêt, que ce soit toi ou moi, on se présente avec un salaire fixe, imaginons 8 000 euros net, que ce soit toi ou moi, on aura une proposition similaire, ça c'est certain. À partir du moment, bien évidemment, où on vient en tant que fonds d'investissement au Luxembourg pour acheter un nombre de biens de logement, là c'est une expérience complètement différente et à ce moment-là je pourrais te dire que ça se fait probablement au cas par cas. C'est-à-dire que les taux d'intérêt ne seront pas comparables à ce qu'un particulier peut demander à une banque et peut négocier avec une banque. Parce qu'en tant que particulier, on va acheter un logement, on n'a pas le même poids face à une banque qu'un fonds d'investissement qui vient avec des centaines de millions d'euros. Bien sûr. Voilà. Donc bien évidemment là, il n'y a pas de discrimination, c'est juste tout simplement les règles du marché, la loi du marché. D'accord, ok. Gaël, question importante, est-ce qu'on peut parler de rendement aujourd'hui immobilier? Alors, je vais introduire ce sujet, on avait un petit peu parlé la dernière fois sur ma chaîne. Aujourd'hui, au Panama, si vous êtes bien accompagné pour de l'investissement immobilier, locatif ou du local commercial, on arrive facilement à sortir du 4, 5, 6, 7 grand max % de rendement annuel hors impôt. On ne pourra pas parler d'imposition aujourd'hui sur l'immobilier au Panama. Je conseille de regarder ma vidéo qui est spécialisée sur ce sujet et comment éviter d'ailleurs de se faire imposer annuellement sur les biens au Panama. Enfin, du moins, échapper un maximum. Aujourd'hui, Gaël, est-ce que tu pourrais nous aiguiller un peu sur le rendement au Luxembourg? Est-ce qu'on est comparable? Est-ce qu'on arrive à faire mieux ou pas? Aux dernières nouvelles, comme le marché a vraiment été en difficulté ces dernières années, il y a justement un problème de rendement au Luxembourg. Ça, tout simplement parce que les prix sont élevés et qu'on ne peut pas continuer à faire monter la barre des loyers, parce que le loyer est bien évidemment conditionné par les salaires, le salaire moyen dans le pays. Donc là, il y a un petit souci en termes de rendement en ce moment, parce que tout ce qui est immobilier à construire du neuf, hein, comme on dit, de la VFA, on appelle ça au Luxembourg. Comme les prix restent encore très élevés et que les taux d'intérêt ont baissé, mais pas assez pour faire une différence gigantesque, on parle actuellement, encore une fois, aux dernières nouvelles, de 2 à 3% de rendement. 2 à 3%, voilà, ça reste faible. Hein. Voilà, ce qui est devenu moins intéressant, parce que si on revient une dizaine d'années en arrière, le Luxembourg pouvait se targuer d'avoir des rendements autour de 5%. Et ça, on parle bien évidemment d'immobilier locatif. Mais en plus de ça, au Luxembourg, il y avait la promesse derrière de vendre un bien à 20-30% plus cher 3-4 ans plus tard. Donc ça, malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le promettre au Luxembourg. On est même très loin de pouvoir le promettre, vu qu'on a on a enfin expérimenté les limites du marché, les limites du prix du marché. Les prix restent élevés, encore une fois, le marché luxembourgeois ne s'est pas effondré. On a eu une baisse sur le neuf qui est entre 9 et 11%, comme je l'ai mentionné précédemment. Pour 2 ans où l'activité était vraiment très faible, c'est pas une chute vertigineuse. Après, c'est aussi dû à certaines spécificités du marché luxembourgeois, où on a des acteurs qui détiennent beaucoup de projets, de fonciers, et qui peuvent se permettre d'attendre parce qu'ils ont des contrats à long terme avec l'État luxembourgeois qui les maintiennent à flot, en fait. Hein. Donc eux peuvent attendre la baisse des taux d'intérêt. Entre-temps, on a aussi observé pas mal, c'est peut-être pas ce qu'on aimerait entendre en termes d'investissement, on a observé pas mal de faillites ces 2 dernières années dans le milieu de la construction, dans le milieu de la promotion immobilière particulièrement. Tout ça parce qu'il y avait des acteurs qui sont arrivés tard, qui ont acheté très cher leur terrain, leur foncier,
qui ne pouvaient du coup pas proposer des prix au niveau qu'il fallait avec les taux d'intérêt qui avaient augmenté et qui ont dû donc déclarer faillite. Donc voilà, actuellement le marché immobilier luxembourgeois reste intéressant dans le sens où on a des aides qui ont été mises en place spécialement ces 2 dernières années, ces 18 derniers mois, pour inciter donc à investir. Mais ça vous dit déjà une chose sur le marché. C'est-à-dire que si le gouvernement a besoin d'inciter les gens, c'est que le marché n'est pas où il en était il y a 5 ans. Maintenant, tout ça a été drivé par une explosion de prix qui a commencé dans les années 2017, mais qui a vraiment pris le fort du fort, je crois que c'était 2020. On a eu une augmentation record, la moyenne était à plus 17% en un an sur la valeur des biens. Donc là, bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui a acheté du foncier, en particulier du foncier parce qu'il est très peu imposé au Luxembourg, ou quasiment pas. Voilà. Si on a acheté du foncier au Luxembourg il y a 10-15 ans, on est assis sur une mine d'or. Même aujourd'hui, avec la baisse des prix, si vous l'avez acheté il y a 2 ans, vous avez un problème. Sachant qu'aujourd'hui, donc pour résumer de manière simple, donc si j'ai pas du capital, si je veux emprunter, j'ai une partie du capital, parce que tu me dis que les prix ont explosé, donc on n'a pas forcément les moyens, on va dire, imaginons qu'on n'a pas les moyens, donc je vais emprunter à la banque 3-4%, je sais pas, on va dire en moyenne maintenant, avec... Aujourd'hui on est plus autour de 4%. Voilà, 4%, donc j'emprunte à la banque 4%. Sur des taux fixes long terme. Taux fixe long terme, merci de la précision. Au mieux, je sors du 3%. Je suis imposé sur le loyer. Par contre, peu d'imposition, si tu m'as dit, sur la valeur des biens, sur le parc immobilier. Alors, sur le foncier au Luxembourg, le chiffre est très compliqué à lâcher. C'est pour vous dire, les chercheurs ne peuvent pas vous donner un chiffre référence parce que le foncier au Luxembourg est taxé un petit peu aléatoirement. C'est-à-dire que j'avais, il n'y a pas si longtemps, une interview avec la ministre de l'Intérieur, ex-ministre de l'Intérieur, parce qu'on a changé de gouvernement entre-temps, qui me disait qu'il y avait des propriétaires à Luxembourgville, donc capitale, là où les prix sont les plus élevés, qui payaient 27 centimes de taxes foncières par an. D'accord. D'ailleurs, il y a une réforme de l'impôt foncier qui est en marche, mais pour qu'elle entre en effet, vous êtes tranquille, je dirais, pour les 10 prochaines années. D'accord. Une autre question, parce que nous, on nous pose souvent la question sur le Panama, et c'est normal, c'est légitime. Pour acheter un appartement, pour acheter quelque chose au Luxembourg, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire? On monte des sociétés, on achète en propre. Alors je sais qu'il y a un sujet de fiscalité, tout dépend d'où on vient. Ici, on n'est pas non plus fiscaliste, et puis c'est pas le but de cette chaîne. Mais de manière générale, qu'est-ce que tu vois toi le plus souvent au Luxembourg quand tu rencontres des expats qui arrivent mettre leur bille au pays? Alors, généralement, les expats, ceux qui savent qu'ils ne vont pas rester longtemps, ils se lancent sur le marché de la location. Ce qui fait que d'ailleurs, le marché de la location reste très compétitif au Luxembourg. Il n'y a pas assez d'offres pour la demande résiduelle, en fait. Malgré tout, ah oui, bien évidemment, parce qu'on n'a jamais construit assez de logements sur les 40 dernières années. D'ailleurs, je te coupe juste quelques secondes. Le Luxembourg, la population luxembourgeoise, résidente luxembourgeoise, a quasiment doublé, non? Oui. Et là, on est passé assez vite de 300 000 à quasiment 700 000, effectivement. La pression sur le marché de l'immobilier a été énorme ces dernières années, ce qui explique l'augmentation des prix. Bien évidemment, au Luxembourg, il faut le dire, ils s'en targuent d'ailleurs, on construit bien, on construit efficace, on construit passif. Alors je te coupe, mais c'est qualitatif en plus. On a quand même des logements avec des finitions qui sont très luxueuses. C'est vrai que alors c'est cher, 10, 15, 20 000 peut-être au Kirchberg à un moment donné. Je vous rappelle que j'ai un passé, moi aussi, au Luxembourg. C'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo-là. J'ai vécu un peu plus de 5 ans au Luxembourg avant de me rendre compte que l'Eldorado, c'était plus le Luxembourg. Ça tient qu'à moi et que c'est plutôt l'Amérique latine, dont le Panama. Mais ça, c'est ma vision des choses. On est là pour explorer tout ça. Mais non, c'est vrai que les prix, moi je me rappelle, même il y a encore quelques années, on arrivait à un niveau où c'était quasiment, tu peux me contredire Gaël si besoin, mais me couper, mais c'était quasiment du 20 000 € le mètre carré au Kirchberg. Ça, c'est la coupe très haute des prix, effectivement, dans la capitale. Non, dans la capitale, dépendant du bien, bien évidemment, parce qu'un bien basique, un capital était plutôt autour de 15. Maintenant, s'il y a de l'historique, ça peut monter. Les maisons de maître, etc. Là, on est un peu hors marché, si vous voulez. Mais oui, effectivement, on pouvait facilement, dans tous les cas, au-dessus de 10 000, c'était très facile. Mais malgré tout, pour trouver quelque chose un peu positif, il y a quand même, quand ça construit, quand même, on est sur du haut de gamme, c'est qualitatif, ça reste dans le temps. On n'est pas. Pourquoi je dis ça? Parce que, surtout dans nos pays à nous, il faut quand même faire vachement attention au promoteur qui va réaliser vos biens, parce que on peut trouver
du un peu moins cher. Moi, je conseille toujours d'aller dans le haut de gamme parce que c'est vite bâclé. D'accord, c'est vite bâclé, il y a de l'humidité, c'est pas une critique, hein, juste titre, hein, sûrement. Il n'y a pas les techniques les plus modernes qui sont appliquées dans le bâtiment. Il y a aussi du volume, donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça. En fait, au Luxembourg, c'est très simple. Dans la construction, on est tenu, on doit se tenir à la réglementation en place. Et la réglementation luxembourgeoise, d'ailleurs, est en train d'être simplifiée par le nouveau gouvernement, mais une réglementation assez extensive et compliquée sur la manière de construire et sur la classe de construction énergétique qu'on doit respecter. Ouais. Au Luxembourg, on peut plus construire aujourd'hui en dessous de B, si je ne me trompe pas. Donc à partir de ce moment-là, vous savez déjà qu'en termes d'isolation, dans un pays où il fait froid quasiment toute l'année, vous êtes plutôt correct. Ouais, vas-y. Une information qu'il faut quand même souligner, parce que ça s'oublie assez vite, Luxembourg a un parc immobilier qui vieillit pas mal, hein. On a un problème de rénovation principalement, et du coup on a des taux de problèmes structurels et d'humidité les plus élevés d'Europe. Alors ça, il faut le savoir, c'est principalement dû, ça on peut voir ces statistiques sur Eurostat, c'est principalement dû à notre parc immobilier qui vieillit. C'est-à-dire que dans les nouvelles constructions, bien évidemment, il y a toujours des ratés, bien évidemment, il y aura toujours des promoteurs, des constructeurs qui font leur travail à moitié, ça existe dans tous les pays. Mais en règle générale, Luxembourg, comme tu l'as bien dit, on se retrouve, si on construit neuf, on se retrouve généralement avec de la bonne qualité. Pour répondre du coup à la question, quelle structure toi tu vas arriver avec tous ces expats au Panama pour acheter du bien, pour commencer à investir au Luxembourg? Alors les expats, il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui arrivent et qui savent qu'ils vont repartir. Donc eux, généralement, ce qu'ils font, ils restent, ils se lancent sur le marché de la location. Je vais te couper 3 secondes, mais ce que tu viens de dire, c'est super important. C'est ce qu'on dit nous souvent, très souvent dans les calls, c'est quel est votre projet? Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous venez dans un pays pour quelques années, c'est pas la même chose quand vous dites, voilà, je m'installe au Panama et j'y reste les 40 prochaines années. On n'est pas sur la même vision des choses. Et c'est important de le savoir. Ouais. Alors donc il y a ces deux cas de figure, il y a donc ces expats qui viennent, je sais pas moi, du Royaume-Uni et qui savent qu'ils vont rester 4 ans, qu'ils vont repartir ou 5 ans, et généralement eux ils vont donc faire appel au marché de la location qui est donc devenu un marché vraiment sous pression, en particulier aujourd'hui parce qu'on ne construit plus assez. On ne va pas aller plus loin là-dedans parce que sinon on pourra en parler pendant 1 heure. Et il y a le deuxième cas de figure, il y a les expats qui disent ok, le Luxembourg ça me plaît, je vais m'installer ici. Il faut savoir qu'au Luxembourg, il y a quand même une certaine sécurité. Il y a la sécurité sociale qui est quand même un des niveaux les plus élevés d'Europe. Je pense qu'on est assez tranquille. Le niveau d'insécurité est assez bas. Ce qui fait que pas mal de gens se disent, mais en fait, le Luxembourg, même s'il n'y a pas le soleil et la mer et les plages, ça peut être un bon endroit pour installer une famille. Et donc ces expats-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'achètent une résidence principale. Ils commencent par une résidence principale et c'est là au Luxembourg, c'est très intéressant parce que depuis très très longtemps, je ne pourrais pas vous donner le nombre d'années exactement, il y a une réglementation en place qui fait que acheter une résidence principale, on est vachement aidé. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle le Balogen Act au Luxembourg, qui était à la base une aide pour payer tout ce qui est crédit d'impôt et compagnie à l'achat. Ça s'applique aussi aux étrangers. Hein. Bien évidemment. Ça s'appelle le Balogen Act. Si on était dans un contexte normal, par personne, on a 20 000 € de Balogen Act. Si on se marie ou on se paxe, ça passe à 40 000 vu que c'est 2 personnes. Et donc ça peut payer absolument tous les frais avant d'acheter un bien. Et là, actuellement, avec les aides qui ont été mises en place, donc, que j'ai mentionnées auparavant, ça monte à 80 000. Donc c'est 40 000 par personne. Donc, je vais recouper 30 secondes, mais après j'ai peur de passer à côté. Parce que tu parles des frais, parce qu'on en parlait en off tout à l'heure, tous les frais bancaires qui s'appliquent quand on monte un projet immobilier au Luxembourg, c'est hallucinant. Hein. Les frais, tu me parlais, c'est des fois des 1500, des 2000 à droite à gauche. À comparaison au Panama, c'est pas du tout le cas. C'est deux systèmes différents, il n'y a pas d'aide, il n'y a rien au Panama, c'est chacun, c'est du libéralisme à l'extrême, chacun pour sa poire, avec un peu de discrimination dans le tout, mais c'est pas grave, on aime quand même ce pays. Mais c'est important de le savoir parce qu'au moins, nous, on sait qu'on va avoir de mettre plus d'apports initiaux, on va avoir peut-être un point supplémentaire sur le crédit. Par contre, derrière, c'est clair et net. Il n'y a pas grand-chose. Voilà. C'est là où au Luxembourg, on est très accompagné, c'est-à-dire qu'il y a non seulement le Balogen Act qui aide à se lancer dans un projet immobilier. Je crois que le calcul m'avait été donné dans ma propre émission. On peut acheter actuellement avec ce Balogen Act à 80 000 € un bien jusqu'à 1 400 000
C'est généralement le prix des maisons d'ailleurs au Luxembourg, 1 million. Bon, là, dépendant des régions, on peut trouver autour d'1 million. Plus on s'approche de la capitale, c'est un petit peu comme partout, les prix. Tu parlais donc de ces frais bancaires, tu parlais du fait que on n'est pas accompagné, on n'a pas d'aide. Au Luxembourg, on a des aides plus ou moins pour tout. C'est-à-dire qu'il y a déjà ce logement qui donne un coup de main. Il y a des déductions fiscales à la fin de l'année sur tout ce qui est intérêt bancaire, donc ça aussi ça aide. D'ailleurs actuellement, si vous achetez un bien, il n'y a pas de cap, c'est-à-dire que si vous avez payé 20, 25 000 euros, 30 000 euros d'intérêt à votre banque cette année, c'est directement déduit de votre revenu imposable, c'est-à-dire que vous gagnez 100 000 euros, vous avez payé 30 000 euros d'intérêt à la banque, vous êtes imposé sur 70 000. Donc vous imaginez bien que ça fait une grosse différence. Ça, pour l'instant, c'est quelque chose qui se limite à la fin juin. Si le gouvernement décide de prolonger ces aides, ce sera une aide dont on pourra encore profiter pendant les prochains mois. Gaël, j'ai quelques questions en plus qu'on va te poser qui intéressent beaucoup en général nos auditeurs, mais juste pour répondre, parce que du coup, on veut parler, et c'est ça que j'adore, et avec toi, la structure pour acheter l'entreprise en propre, qu'est-ce que tu vois toi pour répondre à cette question-là? Comment acheter? Ouais, comment acheter en général, que font les gens? Au Luxembourg, c'est simple, les gens viennent, s'achètent une résidence principale. Après, ils passent peut-être voilà. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont le salaire qu'il faut, qui ont les apports qu'il faut, parce qu'il faut des apports dans l'immobilier locatif. Généralement, ils se lancent dans l'immobilier locatif. Très bien. Non, je dis ça pourquoi c'est un sujet, parce que nous, au Panama, c'est pas ce qu'on conseille d'acheter en propre. Il y a plusieurs solutions là, pareil. Il faut se rediriger sur les vidéos de ma chaîne où j'explique ça. On n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais très très brièvement. Au Panama, on fait des fondations familiales ou on fait des SCA pour acheter des appartements. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des intérêts sur les impôts locaux, il y a des intérêts sur les impôts sur la revente, locaux sur la revente et des impôts annuels. Et souvent, on utilise les sociétés pour créer des résidences. Enfin, on va utiliser la création d'une société pour avoir notre résidence au Panama. Et je fais une aparté encore de quelques secondes, c'est important, je veux le répéter. Arrêtez de croire qu'une résidence panaméenne, ça vaut 8 ou 10 000 $. Ça, c'est totalement faux. Ce qu'on vous vend, ça vaut entre 2004 et 2500 $ maximum. Je parle de prix de résidence au Panama. Parce que la résidence, on s'en sert. Enfin, pour faire notre résidence, généralement, on crée une société. C'est pour ça que je parlais. Et après, on va utiliser en plus cette société pour le même prix pour aller acheter de l'immobilier. Parce qu'en souvent, il y a des projets qui sont assez communs. Je termine mon aparté et après, on va parler un peu d'intégration, de vie au Panama pour aussi un peu boucler le terme de l'immobilier. Qu'est-ce que tu conseilles? Je suis prêt, je veux investir au Luxembourg. Voilà, j'ai mon argent de côté en France. J'espère pas pour vous, mais c'est comme ça. Je suis prêt à acheter un appartement. Je crée ma société ou pas. Tu m'as dit qu'on va faire du propre, donc j'achète en propre pour faire du revenu locatif. Ok, très bien. Est-ce que je dois passer par un agent immobilier luxembourgeois? Comment ça se passe? C'est vraiment quelque chose indispensable ou je peux aller moi-même tout seul chercher des opportunités au Luxembourg? Alors au Luxembourg, ce qui est intéressant, bon déjà je veux quand même lancer ce petit appel. Au Luxembourg, devenir agent immobilier, c'est quelque chose qui est assez accessible, donc je ferai attention à qui je m'adresse. Donc on peut toujours passer par un agent immobilier, sachant qu'un agent immobilier prend une commission à partir du moment où il achète un bien. Si maintenant vous avez des contacts, tant mieux pour vous, vous éviterez cette commission. À mes yeux, ce qu'il faut faire, et c'est là où Luxembourg excelle, il y a quand même, l'information est très très facilement accessible. La commission, c'est l'acheteur ou le vendeur qui la paye du coup? Alors c'est le vendeur qui la paye. C'est le vendeur. Attention, quand on rentre dans le marché de la location, c'était l'inverse, ça a été modifié récemment, maintenant c'est du 50-50. D'accord, important à savoir, au Panama, c'est toujours le vendeur qui paye tout. Voilà. Après évidemment le prix est gonflé, il ne faut pas être naïf, mais officiellement c'est toujours le vendeur qui paye les commissions de l'agent. Je te laisse terminer. Voilà, donc au Luxembourg, généralement ce qui se voit le plus, il y a donc cette résidence principale, vu qu'il y a tellement d'aides qui y sont attachées, beaucoup de gens viennent s'acheter une résidence principale. Ceux qui ont les moyens, derrière, se lancent généralement sur l'immobilier locatif, quelque chose qui avait un rendement assez impressionnant dans les années qui ont précédé 2022, tout simplement. Aujourd'hui, le rendement est moins intéressant et c'est pour ça qu'on a du mal à faire venir l'investissement. C'est pour ça d'ailleurs que le paquet de mesures a été décidé, le Entlastung-Pack luxembourgeois. Maintenant, l'immobilier locatif, il faut savoir qu'une grande partie des luxembourgeois qui ont au-dessus de 35 ans aujourd'hui, s'ils ont acheté assez vite, ils ont généralement 1 ou 2 appartements à louer. Et ça, c'est ce qui fait aujourd'hui leur pérennité financière et qui fait qu'ils peuvent décider d'un moment à l'autre de changer leur vie s'ils le veulent, d'arrêter de travailler pendant un moment et de voyager à travers le monde si c'est ce qui. Notamment au Panama.
Voilà, notamment au Panama. Sans influencer personne. Actuellement, le contexte est un peu plus compliqué, mais si vous venez pour une résidence principale au Luxembourg, vous vous informez bien, vous tombez d'ailleurs, je peux que vous référer sur ma propre émission qui s'appelle La Bulle Imo. Tu peux nous en faire un peu part. Donc Ouais, ça, ouais. on la retrouve où, ton émission? On peut la trouver sur tout, Spotify, RTL bien évidemment. vu que je suis Bulimo, c'est ça? La Bulle Imo. La Bulimo sur RTL Luxembourg. C'est une émission sous la forme d'un podcast. Si vous voulez vous informer et savoir ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, je vous recommande de l'écouter, pas seulement parce que j'y interviens, mais parce que j'invite tous les experts du pays. Le ministre du Logement est passé plusieurs fois, donc si vous voulez des informations par rapport au marché luxembourgeois, je pense que c'est une très bonne source. Autrement, comme j'ai dit, c'est très accessible, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut en ligne. Excellent. Maintenant, quand vous arrivez au Luxembourg, attention à qui vous vous adressez, parce que les agents immobiliers, il y en a qui se valent et il y en a qui ne savent pas de quoi ils parlent. D'accord. Et info très importante sur le Panama. Alors surtout, moi je vous conseille de tout cœur, au Panama, ne cherchez pas vos biens tout seul. Et là, attention, il y a deux types d'agents immobiliers. Vous avez l'agent immobilier qui n'a pas passé les qualifications et ça représente 95% des agents. En fait, c'est juste des commissionnaires qui s'inventent un agent du jour au lendemain parce qu'ils n'ont pas forcément de travail, ils cherchent des revenus complémentaires. Vous ne savez pas sur qu'est-ce qui va vous arriver par la suite. Et vous avez des agents qui sont certifiés à Covid, qui ont passé toutes les qualifications gouvernementales, c'est ce que nous on a fait par plaisir, parce qu'on adore l'immobilier au Panama. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur des masterclass sur ma chaîne. Vraiment, s'il vous plaît, faites attention à ça. Je donne une info aussi importante pour les investisseurs au Panama. La loi panaméenne, que vous retrouvez sur mes vidéos, la loi panaméenne oblige un minimum de 5% la commission aux agents immobiliers. C'est un minimum. Peut-être qu'il va vous prendre 10, mais en général, ça va tourner entre 5 et 10. 5, 6, 7, 8, voilà. C'est le taux normal de commission. Donc n'hésitez pas, si vous avez des agents sérieux, qualifiés, homologués par l'État, posez-leur la question, ils vont être transparents là-dessus, ça je peux vous l'assurer. Au Luxembourg, d'ailleurs, cette commission, elle s'élève à 3%. D'accord. Donc c'est très encadré. Si quelqu'un vous demande plus de 3%, vous pouvez déjà claquer la porte. Mais il n'y a aucune limite en termes de négociation. C'est-à-dire que si vous avez un bon pouvoir d'achat ou tout simplement la capacité de négocier, vous pouvez faire tomber cette commission à 2%, 1,5%. Je sais pas, ce ne serait pas la première fois où j'entendrai parler, mais c'est 3% maximum dans tous les cas. Commission d'agence. D'accord. Il faut le savoir. D'ailleurs, je vois ici dans tes notes quelque chose de très intéressant. Effectivement, le marché luxembourgeois, il faut quand même parler des côtés positifs. Bien sûr, c'est vrai qu'on a été dur. Ça marche structuré, encadré, sécurisé juridiquement. Alors là, majoritairement, on peut dire oui. Forte demande locative, ça c'est sûr et certain, aujourd'hui plus que jamais. Donc la construction, si vous trouvez des prix qui se calent en termes de rendement, parce qu'il faut parler des taux d'intérêt qui ont ces derniers mois oscillé entre 3 et 4%. Aux dernières nouvelles, on était un peu redescendu autour de 3,7, 3,8%. On parle encore de taux fixe long terme. Attention, au Luxembourg, généralement, on emprunte entre 25 et 30 ans, plutôt 30, il faut le savoir. Il faut le savoir tout simplement parce que les prix sont élevés. Il y a très peu de prêts sur 10-15 ans comme on peut avoir en France. Ouais. Panama, on peut trouver du prêt sur 20 ans. Ça, je peux vous montrer à travers l'appui. 20, 25 ans. Par contre, en termes de taux, on est sur du 7,5, 8,5% si vous êtes à l'étranger. Cependant, et là je vous invite encore à aller voir mes vidéos de masterclass sur l'immobilier, parce qu'on ne pourra pas s'éterniser, vous avez des taux d'intérêt préférentiels en fonction des zones et certaines zones spécifiques au Panama qui peuvent vous enlever jusqu'à 3%, c'est énorme, et faire d'ailleurs gagner votre rentabilité là-dessus. Donc là, référez-vous à mes vidéos et il y a encore des super choses à faire sur le Panama, notamment dans ces zones. Pour aller un peu plus vite, dernière chose pour boucler l'immobilier investissement, les banques, grand sujet. Nous, sur cette chaîne, on s'inquiète et c'est, je pense, légitime parce que notre argent en banque, sur des banques européennes, en euros, c'est pas ce qui nous plaît le plus. Donc on aime bien des grosses banques d'investissement. On peut vous donner les noms qui sont d'ailleurs au Panama ou en Amérique latine, en dollars. Qu'est-ce qui peut se faire au Luxembourg une fois qu'on a de l'argent en banque? Où mettons nos billes? Est-ce que c'est obligatoirement de l'euro? Est-ce que c'est aidé? Est-ce que c'est appuyé par l'Union Européenne, par la BCE, ou on peut échapper à ça, on peut travailler différemment? Alors moi, n'étant pas forcément un spécialiste de l'investissement locatif, et en particulier quand on parle d'investissement vraiment à grande échelle, je préfère vous dire que là, il faudrait s'informer vous-même. Pour ce qui est des investissements, un appartement, deux appartements,
3 appartements au Luxembourg. Il y a quand même un point positif, sans donner de nom parce que je ne peux pas faire de pub à un institut financier ou à un autre. Au Luxembourg, il y a quand même des banques, en particulier une banque qui est L'État, voilà, avec du fonds propre. Et alors l'État détient, si je ne me trompe pas, 49% ou 51% des parts. Donc il y a dans tous les cas une certaine sécurité d'investissement. C'est-à-dire que votre argent, généralement, vous devriez être assez tranquille sur son devenir. Encore une fois, pour ce qui est des investissements à grande échelle, là je ne peux pas vous répondre parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Très bien, ok. Ben, merci en tout cas. J'aimerais juste qu'on parle, pour finir, parce que c'est un petit moment qu'on y est déjà, un peu de la vie. Alors, dernière chose, parce qu'on a des auditeurs qui nous en parlent de plus en plus souvent. La crypto, est-ce que le Luxembourg est crypto-friendly? Est-ce qu'on peut sortir de l'argent de crypto, l'investir ou le mettre sur des banques luxembourgeoises assez facilement? Ce qui est le cas encore au Panama, où on a même, je ne vais pas faire de la pub pour la banque panaméenne, mais on a des banques très ouvertes sur la crypto. Est-ce que c'est le cas au Luxembourg? Rapidement. Alors, à ma connaissance, la crypto n'est pas forcément discriminée au Luxembourg. On ne peut pas, à ce que je sache, acheter en crypto, ça c'est quasiment sûr. Peut-être que quelqu'un pourra me corriger dans les commentaires si c'est le cas. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de discrimination en termes de crypto, c'est-à-dire que la seule réglementation qui, à ma connaissance, peut poser problème, c'est-à-dire que si vous achetez de la crypto au Luxembourg, depuis le Luxembourg, si vous retirez vos fonds dans les 6 premiers mois, vous serez imposé dessus. Au-delà de 6 mois, vous ne l'êtes pas. Donc à un certain moment, j'ai envie de dire, c'est quand même assez crypto-friendly, dans le sens où si vous faites de gros gains au-delà de 6 mois, ils sont à vous. D'accord. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Mais à ce que je sache, la crypto pour acheter sur le marché immobilier luxembourgeois, moi, j'en ai pas encore entendu parler. D'accord. Voilà. Très bien. Merci. Merci pour ta réponse. Je voulais parler un peu, pour terminer cette vidéo, ce talk show, un peu de la vie au Luxembourg. Tu parlais tout à l'heure de la sécurité sociale luxembourgeoise. Pour la santé, qu'est-ce qu'il y en est? C'est facile, c'est cher, c'est remboursé? Comment? Alors, au Luxembourg, il faut dire que plus ou moins tout est cher. On a un niveau de vie élevé, donc c'est clair. Tout le reste suit, effectivement. On a aussi le système de l'index qui est très critiqué, qui fait donc augmenter les salaires de 2,5% à chaque fois que l'inflation atteint un certain niveau. D'accord. Voilà, donc ça c'est quelque chose de positif si on y pense comme ça, sauf que le problème c'est que les prestations, même en termes de médecins, généralistes, etc., elles suivent. Elles aussi, elles augmentent de 2,5%. Le pouvoir d'achat, généralement, ne progresse pas des masses, même s'il y a certaines statistiques qui disent le contraire. Maintenant, tout ce qui est sécurité sociale, etc., au Luxembourg, on est généralement remboursé à hauteur de 70-80% par la sécurité sociale luxembourgeoise, dépendant des prestations qui sont demandées, bien évidemment. Après, il y a toujours la possibilité des complémentaires. Les complémentaires comblent ces 20 à 30% qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. Il faut dire que le système est quand même assez bien rodé. Généralement, on entend peu de soucis à ce niveau-là. Alors, il y a bien évidemment, comme dans chaque pays, certains systèmes qui marchent un peu moins, les rendez-vous pour des scanners, etc. Beaucoup de résidents, peu de scanners, bien évidemment, ça peut poser problème, ça c'est encore autre chose. Pas de désert médical? Pas de désert médical, mais en même temps, dans un pays où on est sur 80, sur 60 km, voilà, le désert médical c'est compliqué à avoir. Okay. On est sur un pays où on est généralement assez satisfait des prestations sociales. En plus de ça, le gouvernement précédent a mis en place, a mis en vigueur tout un système qui existe déjà en France, qui s'appelle le tiers payant. L'idée c'est, ça existe déjà pour la kinésithérapie par exemple, si vous allez chez le kiné et vous ne payez que la différence que la sécurité sociale n'a pas payé. C'est-à-dire que, imaginons que vous en avez pour 800 € de kiné, il n'y aura que 20% à payer de ça à la fin de vos séances. Et ça, c'est en train d'être mis en place chez les médecins généralistes aussi. Donc vous aurez plus, on a eu longtemps le système de je paye le médecin 70 €, imaginons la consultation, il faut que j'envoie cette facture avec preuve de paiement à la sécurité sociale me rembourse. Généralement, en ce moment, ça prend autour de 1 ou 2 mois. D'accord. Voilà. Ça, c'était un système qui est en train de disparaître, et tant mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on paye à ce moment-là, sur les 70 €, imaginons 20 €. Les 20 € que on juste la différence. Juste la différence. Ça, c'est en train de se généraliser. Ça a été mis en vigueur il y a quelques mois, donc le temps que tous les pratiquants... tu pourrais nous dire, les praticiens, tu pourrais nous dire combien ça coûte la Sécu mensuellement sur un salaire moyen Sur un salaire moyen, je crois qu'on est autour de, pas envie de dire de bêtises, 10%, quelque chose comme ça. 10% du salaire. 10-15%.
pas dire de bêtises, à vérifier. Donc ça veut dire que sur un salaire moyen de 5 ou 6 000, on va payer 500, 600 euros par mois. Ouais, alors, nous, on ne parle pas généralement de sécurité sociale, on parle de cotisation sociale. D'accord, oui, donc global. Ok, très bien, très bien. Pour donner donc un titre indicatif, au Panama, on est un peu sur un système américain. Évidemment, il y a le système de sécurité sociale au Panama, bon, qui vaut pas grand-chose, qui est aussi payé. Il y a une partie qui est prise en charge sur les charges patronales. Si vous avez un salaire panaméen, on est pareil, tout cumulé avec les charges éducatives, les cotisations éducatives, pardon, et les cotisations de médecine, quasiment 10 et quelques pourcents du salaire. Bon, là, on n'est plus sur des salaires moyens, enfin sur un salaire minimum à 700 $ au Panama. Bon, voilà, c'est autre chose. Cependant, vous, en tant qu'expatrié, et c'est ce qui vous intéresse, comment j'assure ma santé au Panama? Je prends une assurance privée panaméenne. Attention d'ailleurs, attention quand vous faites les devis sur les assistants, on peut vous accompagner, hein, qu'on vous accompagne pour l'expatriation, mais si vous y allez tout seul, vérifiez bien d'où vient l'assurance. Moi, ça m'est arrivé au tout début d'avoir des devis d'assurance, j'étais prêt à accepter avec des noms panaméens, et en fait, quand vous cherchez bien le siège social est à Porto Rico, enfin c'est n'importe quoi, donc prenez les plus classiques, je ne vais pas donner de nom pour pas faire de pub, mais prenez c'est où il y a l'État aussi dedans qui est investi dedans, et ça va vous coûter, l'info importante, ça va vous coûter entre la personne en 90 et 150 $ en fonction des options mensuelles par personne, et vous êtes couvert en général à 90% de tous vos frais médicaux avec des réseaux de cliniques privées. D'ailleurs, l'avantage c'est que tout est neuf au Panama, il y a des médecins formés aux États-Unis, enfin il y a même du tourisme médical aujourd'hui au Panama. Franchement, je vous le conseille, et finalement, si on fait un peu le recul, c'est pas si cher que ça. Gaël, je voulais te poser aussi une question, vraiment la dernière question pour terminer le tour du Luxembourg. Intégration, vie au Luxembourg. Toi, en plus d'origine chilienne, qui connais un peu les deux, ouais, dis-moi. Alors l'intégration au Luxembourg, il faut dire que ça se passe plutôt bien, en particulier depuis que le système luxembourgeois propose des cursus européens. Donc à partir du moment où vous ne parlez pas forcément le luxembourgeois, l'allemand ou même le français, vous pourrez quand même trouver pour vos enfants des écoles où les placer. En plus de ça, le pays, il ne faut pas oublier que le Luxembourg est autour des 50-50, hein, c'est-à-dire que 50% de la population est luxembourgeoise, et ils ne sont pas forcément toujours d'origine luxembourgeoise, c'est des gens qui ont pris la nationalité luxembourgeoise, et le reste c'est des étrangers, qui est une chose qui fonctionne plutôt très bien au Luxembourg. D'ailleurs, on a toujours eu, je pense qu'on a toujours été un peu un exemple pour le reste des pays d'Europe en termes d'intégration, c'est-à-dire que peu importe d'où vous veniez, généralement, il y a toujours des opportunités qui se présentent. Bien évidemment, des exceptions existent partout, mais l'exception, ce n'est pas la règle au Luxembourg. Peu importe d'où vous venez, généralement, le Luxembourg est assez ouvert. Vous trouverez toujours, en termes de communauté, si vous êtes hispanique, vous allez trouver assez de gens qui viennent de là, et vous trouverez aussi des Luxembourgeois qui sont tout à fait ouverts à échanger avec vous. Si tu permets de rebondir, le passeport au Luxembourg est accessible au bout de combien d'années? À titre de comparaison, au Panama, c'est 5 ans. Après, vous pouvez avoir jusqu'à 1 an et demi, 2 ans de dossier administratif, le temps du jour où vous lancez avec votre avocat la demande de passeport et le jour où vous allez le recevoir. Au Luxembourg, moi je me rappelle à l'époque, c'était aussi 5 ans de résidence, c'est toujours le cas. C'est 5 ans de résidence, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas été modifié entre temps. Avec les langues, voilà, tout ça. 5 ans de résidence, et puis il y a toute une petite phase de test pour récupérer donc, cette nationalité luxembourgeoise qui est, à ma connaissance, moi j'ai pas eu à le passer, mais est assez accessible. D'accord, voilà. Ok. Donc intégration, bon, on est sur quelque chose de positif. Quelque chose de positif, quelque part, voilà, Luxembourg, je pense pas qu'on puisse reprocher quoi que ce soit en termes d'intégration. J'ai connu des gens de tous les pays possibles, de tous les bords possibles, si vous voulez, et ça n'a jamais été un problème. Alors, est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'on va mentionner peut-être éventuellement l'état d'esprit des résidents qui est un petit peu plus froid, parce qu'on est dans le nord, il ne faut pas l'oublier. Ils n'ont pas de soleil, les pauvres, il faut les comprendre. Ah, ça joue, je pense, ça joue. Mais oui, alors c'est sûr que si vous allez dans un pays du Sud, les gens seront un peu plus souriants, mais autrement, il n'y a pas de problème d'intégration en règle générale au Luxembourg. D'accord. Gaël, merci encore. C'est vrai qu'on a une bonne partie de nos auditeurs, des gens qui nous appellent ensuite par la suite, qui des fois cherchent la solution de facilité en Europe avant de faire le grand pas, de traverser l'océan. Et on parle souvent d'Andorre, certains du Liechtenstein, beaucoup moins quand même, et du Luxembourg. C'est un sujet qu'on voulait aborder, non pas par mon expérience au Luxembourg moi, de nombreuses années. Toi, ta spécialité, ton travail au quotidien en tant que journaliste au Luxembourg d'ailleurs, merci pour toutes ces informations. Donc comme vous l'avez vu, le Panama-Luxembourg offre chacun des opportunités différentes. Là, c'est vrai qu'on a parlé, nous ce qui nous intéresse, c'est d'aller
fructifier capital, notre épargne, surtout la sortir des banques fébriles françaises et arriver sur des marchés plutôt stables ou pérennes et avec des rendements intéressants ou un peu moins sur le long terme. C'est là où je veux me permettre de faire Mais je t'en prie. un dernier petit résumé, compte rendu si vous voulez. Donc là je lis quelque chose qui est très vrai, hein. Donc Luxembourg c'est la stabilité long terme, mais à condition d'accepter un ticket d'entrée élevé. Effectivement, les prix sont toujours élevés, même s'ils ont baissé ces 2 dernières années. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a connu un épisode de hausse de prix assez incroyable. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode un peu charnière de notre histoire immobilière. On va voir ce qui va suivre, mais on voit déjà qu'après 2 ans, le marché de l'ancien, par exemple, est retombé sur ses pattes. Il y a une augmentation sensible des prix, ou du moins une stabilisation au minimum. On sait que le Luxembourg reste attractif en termes d'immigration qui veut travailler, bien évidemment. Bien sûr. Hein. On sait qu'au Luxembourg, généralement, si on investit sur un logement, généralement on s'en sort plutôt bien. Ce n'est plus, par contre, et c'est pour ça que je voulais intervenir, ce n'est plus, par contre, on ne peut plus s'attendre, en tout cas, j'imagine, je donne un chiffre comme ça, mais dans les prochaines 5 années, on ne pourra pas s'attendre à des revenus ou des reventes aussi intéressantes que c'était le cas auparavant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand on est passé par 17% d'augmentation de prix moyenne sur un an, ça, on s'y attend plus du tout. Donc le Luxembourg, on sait qu'on est arrivé quand même sur la partie haute des prix, et donc la progression des prix va probablement être moins importante les années à suivre. D'accord. Et moi, je rebondis sur, tu parlais de ticket moyen pour arriver au Luxembourg. Au Panama, on a tendance à vous vendre qu'il faut 300-400 000 dollars pour faire des visas investisseurs. Référez-vous encore à ma vidéo, il faut surtout jamais faire de visa investisseur. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver des avocats qui vous le font pour plein de raisons qu'on pourrait vous expliquer en face à face sur un call. C'est pas vrai au Panama. Alors effectivement, c'est pas la Thaïlande, on est bien d'accord, encore moins le Laos pour ceux qui aiment bien les pays asiatiques, mais vous pouvez investir à partir de 100 000 dollars. Vous pouvez acheter des maisons à 70-80 000 dollars sans problème. Je vais vous dire un truc, Panama, c'est vraiment 2 pays. Vous avez la capitale qui est certes avec une économie un peu plus mature, c'est un peu plus cher, et vous faites la route 1 heure, 1h30, 2 heures de route, et vous êtes sur un deuxième pays beaucoup plus accessible. Les prix des fois sont divisés par 3, et d'ailleurs c'est là où on aura un peu plus d'activité, on va dire extra-laborale, où on va aller faire du surf, on va aller à la montagne, enfin voilà, c'est un peu le Costa Rica du Panama. Il y a la faune, la flore, c'est super sympa et c'est vachement accessible. Donc ne tombez pas dans le piège, j'ai pas 300-400 000 dollars à investir, je ne peux pas aller au Panama, c'est complètement faux. Et merci Gaël pour cette précision sur le Luxembourg. Vous l'avez eu, voilà, en fonction de votre projet. Ce qui est important, c'est quand même de construire une stratégie qui vous est propre. Nous, on est là pour vous aider aussi, pour vous accompagner sur le Panama. Écoute, merci à toi pour cet échange. Merci aux spectateurs, aux auditeurs. N'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur de penser en dehors de vos frontières. C'est le moment, sautez le pas. Le monde vous tend la main quand même. Il suffit parfois d'oser, de faire le premier pas, et si vous avez besoin, il y a des accompagnateurs, des consultants comme nous sur le Panama, il y en a d'autres dans d'autres pays. J'imagine qu'il doit en avoir au Luxembourg aussi, qui vous accompagnent pour vous expatrier et sortir de cet enfer. Dernière chose, n'hésitez pas, booker un call, je vous mets le lien dans la description. Mettez-nous un petit like, abonnez-vous, ça fait du bien à la chaîne. Gaël, tu t'es déjà abonné, je l'ai vu, hein. Merci. D'ici là, prenez soin de vous et surtout ouvrez le champ des possibles.